parler du nom des Juifs d'Alsace, d'après d'une part le recensement de 1784, et d'après les changements de nom après le décret de 1808. Je le remercie et je lui donne la parole immédiatement. Non, l'électricité, je ne sais pas. Espace Christ. Voilà. Bien. Avant de procéder à l'étude des noms des Juifs d'Alsace, je voudrais simplement signaler que j'ai retrouvé un document familial d'avant 1885, une vieille photo montrant le marché aux bestiaux de Saverne. Et par hasard, il figure mon arrière-grand-père, qui était marchand de bestiaux et qui vaquait donc à ses occupations. La photo date d'avant 1885, puisque mon grand-père est décédé la même année. Je pense que c'est un document assez rare et qui mériterait d'être reproduit éventuellement. D'autre part, je ne voudrais pas la faire circuler parce que c'est vraiment quelque chose de rare, mais les gens qui voudront en prendre connaissance, oui, voudront bien venir après l'exposé. Oui, et je la poserai sur ce bureau. D'autre part, j'ai découvert, à la suite de l'exposé de M. Veil, j'ai regardé mes documents, je sais que j'en ai, et j'ai vu que moins d'un mois après le décès de sa première femme, Gelsch, le père de Serfler s'est remarié avec Reschl Alexandre. Et autre chose intéressante, oui, sur le contrat de mariage en hébreu figure le nom du père, qui est Naphtali. Donc ce qui écarte la possibilité de dire que Ber était fils de Todros. Je peux juste interrompre, parce que Robert n'était pas là tout à l'heure. Monsieur Armelin nous a signalé le passage, alors par Sarreguemines, du père de Serfer. Est-ce que ça correspond à... Il y avait donc des traces, parce que toute la journée on est en train de courir après les Serfers, et on les retrouve comme ça à différents moments, et on l'a retrouvé dans l'exposé tout à l'heure de M. Armelin. On va les retrouver. Bien, je vous ai fait passer un document que j'ai préparé à votre intention sur le nom des Juifs d'Alsace en 1784. Je voudrais d'abord vous en donner l'utilisation. Vous avez, dans l'ordre alphabétique, et selon la division en Basse-Alsace et Haute-Alsace, Basse-Alsace correspond à ce que nous appelons aujourd'hui le Bas-Rhin, Haute-Alsace correspond au Haut-Rhin, vous avez, selon une liste alphabétique, les noms que possédaient déjà les Juifs à l'époque. Ça va de Arsch, Auerbach, Bamberg, jusqu'à la fin de la page 3, jusqu'à Zinsheimer. En regard du nom, vous avez le nombre de familles qui portait ce nom en 1784. C'est ainsi que vous remarquez qu'il y a 10 familles H, une famille Auerbach, une famille Bamberg, et ainsi de suite. J'ai également mis en regard les localités où habitaient les gens qui possédaient ce nom. Pour H, il y a donc 10 familles H, dont 9 à Mackenheim et 1 à Bösenbissen. Je prends au hasard Ducasse, il y a une famille qui se trouve à Dibolsheim. Page 4. Page 4, vous avez le même tableau, mais cette fois-ci pour la Haute-Alsace. Ça va de Bachert, une famille à Oberdorf, jusqu'à la page 7, donc 4 pages plus loin, jusqu'au Wurmser, il y en a 7, dont 1 à Isenheim et 6 à Uffholz. Voilà en ce qui concerne le recensement de 1784. Vous avez 3 pages, et malheureusement je n'ai pas pu achever ce travail, il faudrait beaucoup plus de temps, y consacrer plus de temps que je ne peux le faire, aux noms adoptés par les Juifs d'Alsace en 1808. Alors il y a 3 pages, je les ai disposées également selon l'ordre alphabétique, ça va des Aaron jusqu'au Veld, jusqu'au Ziegel. À cette restriction près, que si le travail accompli sur les Juifs de 1784 est relativement complet, et encore je n'ai pris en compte que les noms des hommes et non les noms de famille féminins,
Le travail sur 1808 est incomplet pour différentes raisons. Je n'ai là encore tenu compte que des noms masculins, des noms de famille que portaient les hommes. Et il faut savoir que nous avons, pour ces recherches, deux types de documents. Le premier, c'est un peu la Bible de tout celui qui fait des recherches. Comment? La Bible, oui. Tout celui qui fait des recherches concernant les Juifs d'Alsace, à savoir le recensement nominatif, dénombrement des Juifs d'Alsace de 1784. Oui. Eh bien, le roi Louis XVI, avant de perdre la tête, a fait demander par son intendant, oui, le nombre exact des Juifs d'Alsace. Et l'intendant a répercuté sur les baillis, sur les maires des communes, et nous avons quelque chose qui est complet, à savoir un document qui a été imprimé par la suite et offert au roi Louis XVI, un document reproduisant pour chaque localité, famille par famille, individu par individu, le nombre de Juifs. Bien sûr, il faut jurer de rien, ce recensement peut pécher par quelques lacunes. Il y a probablement une marge d'erreur de 1 à 2%. L'ensemble de ce document concerne à peu près 20 000 personnes, et il y a probablement une marge d'erreur que je pourrais situer entre 1 et 2%. Des gens qui n'étaient pas en Alsace à ce moment-là, oui, et notamment, je viens de m'en chercher un arrière-arrière-grand-oncle qui se marie en Alsace en 1788 et qui devrait figurer sur ce document, qui n'y figure pas, pour une raison très simple, c'est que j'ai découvert par la suite qu'il était en yeshiva en Allemagne. Bon, voilà les lacunes. D'autres étaient en service chez un particulier de Metz, de Nancy, de Francfort, et ne figurent pas non plus sur le recensement. Mais tel quel, ce document est inestimable, puisqu'il nous donne le détail des familles, il nous donne des renseignements, malheureusement, lacunaires, oui. Il n'y a pas de renseignements ainsi sur les métiers, mais vous avez, par exemple, je prends au hasard, page 81 de ce document, je tombe sur Fegersheim, eh bien, 21e famille, le chef c'est Schmulen d'Otterley, la femme c'est Zipporah, et puis il y a les deux fils, Osher d'Otterley, il y a les deux filles, Yetel et Esther. Bon, pour d'autres familles plus aisées, on indique les domestiques, éventuellement les valets, et parfois les précepteurs, notamment dans des familles aisées comme celle tournant autour de Serfber. Voilà donc un document qui permet de connaître une radiographie en quelque sorte du judaïsme alsacien à la veille de la Révolution française. C'est sur ce document que j'ai essentiellement travaillé et c'est ce document que j'ai analysé, exploité en vous en donnant en quelque sorte un résumé concernant les noms de famille. D'autre part, 25 ans après, 1784, 1808, 24 ans après, l'empereur Napoléon a imposé aux Israélites de son empire d'adopter des noms de famille définitifs. Vous pouvez vous imaginer le remue-ménage que cela peut constituer dans la province d'Alsace. Oui. Toujours est-il que dans toutes les localités, cette loi a été accomplie. Les Juifs sont venus, la loi date de juin ou juillet 1808, et les déclarations de changement de nom ou de confirmation de nom ont été accomplies à partir de fin septembre 1808, et puis ça s'est continué jusqu'au mois de novembre. Malheureusement, les documents que nous avons sont aussi lacunaires. Nous avons ici aux archives départementales une masse énorme de déclarations de noms et il manque malheureusement une dizaine de communes. Pour le Haut-Rhin, la situation est plus pénible puisque nous n'avons pratiquement que la moitié des déclarations. Les archives de Colmar ne détiennent que la moitié des déclarations de changement de nom. Des communautés aussi importantes que Hagenthal, Ober- et Niederhagenthal, que Sulz, que Bolviller, que Rixheim, on n'a plus gardé les registres de changement de nom. J'ai écrit dans les différentes mairies et il ne semble pas que dans les mairies on les ait conservés non plus.
telles quelles, malgré tout, les registres de changement de nom de 1808 sont utiles, sont indispensables et permettent de fixer, de radiographier en quelque sorte de nouveau la situation des Juifs d'Alsace 25 ans après le premier recensement, puisque les déclarations de changement de nom sont nominatives, bien entendu, oui, mais également détaillées. Très souvent figurent le père, la mère, les différents enfants, avec leur date de naissance, qui permet d'avoir une vue assez exacte sur la situation de la famille juive au temps de l'Empire. Je procéderai tout d'abord à une petite étude du recensement de 1784, et puis on va projeter ça un petit peu plus loin sur 1808. Alors, si vous voulez bien, jetez un coup d'œil pendant 2 ou 3 minutes, vous l'avez déjà fait, mais si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le faire quand même, sur le document que je vous ai apporté, oui, surtout sur disons, les 3 premières pages, et on va essayer de réfléchir là-dessus. Non, si. Bien. Alors, Ok. Vous avez vu la lettre? oui, intéressant, c'est un parent. Sympa. Ben, voilà. Vous voulez pas l'envoyer en échange? Éventuellement, mais j'aime pas faire de correspondance. Non, je le ferai moi la Je n'ai pas le temps de faire la Vous me correspondance. disiez ce que je dois faire, ce que vous allez répondre de votre Mhm. Ok? D'accord, oui, bien. Monsieur Dreyfus, il y a encore des documents. Oui, Monsieur Dreyfus, là, qui vient d'arriver, Monsieur Archer. D'après le recensement, il y aurait donc en Alsace 3720 familles. J'ai défalqué les quelques communautés du Palatinat, à l'époque, Landau, Ingenheim et d'autres petites communautés faisaient partie de la province d'Alsace. Je les ai défalquées. Il reste donc maintenant 3720 familles dans l'Alsace d'aujourd'hui. En y adjoignant toutefois la communauté de Fussmagne, qui elle se trouve aujourd'hui dans le territoire de Belfort, mais qui à l'époque faisait partie de la Haute-Alsace. Sur ces 3700 familles, eh bien, 1605 n'ont pas de nom de famille, ce qui représente à peu près 43%. Déjà un premier phénomène intéressant. Tient nom de lieu de famille le prénom du père. Vous avez sur votre feuille, oui, la liste des gens qui ont, oui, un nom de famille. Les H, les Bernheimer, les Blum, les Bobenheimer, ainsi de suite. Mais 43% de Juifs d'Alsace ne possèdent pas encore de nom de famille. Et c'est le nom du père ou du grand-père qui tient lieu de famille, qui tient lieu de nom de famille. De sorte que très souvent, on pourrait aboutir à des situations un peu cocasses. Oui, le grand-père, le père et le fils ne portent pas le même nom. Prenons un grand-père, oui, qui s'appellerait Abraham, fils de Isaac, et qui porterait donc comme nom de famille Isaac. Abraham, Isaac. Il a un fils, Jacob, dont le nom de famille serait Abraham. Jacob, Abraham. Ce Jacob Abraham lui-même a un fils, que sais-je, Gédéon, oui, eh bien, ce serait Gédéon Jacob. Oui. C'est évident qu'un esprit aussi centralisateur que Napoléon ne pouvait pas tolérer cela. Il voulait que chaque juif, qu'on puisse reconnaître en quelque sorte chaque juif, et qu'on puisse savoir exactement à quoi s'en tenir. 43% donc des juifs d'Alsace ne possèdent pas de nom de famille. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que il y a une différence notable entre la haute et la basse Alsace. Différence que je n'arrive pas à présent à m'expliquer. J'ai une petite hypothèse, peut-être il se trouvera quelqu'un d'entre vous qui pourra infirmer ou nourrir cette hypothèse, proposer autre chose. Il se trouve effectivement que la plupart des juifs de Haute-Alsace, donc du Haut-Rhin, ont oui un nom de famille, alors que la plupart des juifs de Basse-Alsace n'ont pas de nom de famille. Les proportions exactes sont les suivantes. En Basse-Alsace, 62,5%
80% des Juifs n'ont pas de nom de famille à la veille de la Révolution et se contentent simplement de déclarer le nom du père ou du grand-père. En Haute-Alsace, il n'y a que 16,6% de Juifs qui ne possèdent pas de nom de famille. Étonnant. Pourquoi? On va voir. On va voir. Pour le moment, je ne fais que constater. Ces noms de famille, en Basse-Alsace, alors il faut déjà défalquer les Lévis et les Kahn, qui figurent abondamment. Si on défalque encore les trois noms de famille, tels que Bloch, Weil et Dreyfus, oui, l'éventail se rétrécit beaucoup, oui, et on arrive à quelque chose d'assez infime. Quand même, d'après notre liste, il y a des H, il y a des Auerbach, il y a des Bamberg, il y a des Bamberger, je ne voudrais pas les lire tous, des Bloch, il y en a 40 familles, oui, des Dreyfus, 40 familles également, et puis ça descend nouveau, il y a 2 Frenkel, il y a 13 Grotwol, il y a 10 Guggenheim, il y a un Hartmann, je prends au hasard, oui, la deuxième page, mais nous remontons à 18 Netter, nous descendons à 1 Schlesinger, oui, et puis nous avons à la fin de la page 11 familles Schnerb ou Schnerf, nous avons 3 Ullmann, un Tagendorf, et puis 115 Weil. Passons, comment dirais-je, on va laisser pour compte, là, une famille belge, oui, un Wertheimer, un Winternetz et un Wormser, oui. Mais la majorité des Juifs du Bas-Rhin n'ont donc pas de nom de famille, oui. Ceux qui en ont un nom de famille, c'est essentiellement des Lévis, des Kahn, des Bloch, des Dreyfus, des Weil, et puis un petit saupoudrage, oui, d'autres noms de famille. Et vous remarquerez que la caractéristique commune de ces noms de famille, c'est essentiellement d'être des noms de lieux. Auerbach est une ville en Allemagne, Bamberg est une ville en Allemagne, Bernheim fait référence à Main-Bernheim sur le Main, oui. Bobenheimer, c'est une localité en Allemagne, Braunschweig ou Brunswick également, Dalsheimer de même, les Dreyfus, tout le monde sait qu'ils viennent ils n'ont pas 3 pieds, mais qu'ils viennent de la ville de Trèves. Je peux presque apporter la preuve définitive, puisque tous les contrats de mariage anciens que j'ai vus, oui, ils signent Treyfisch. Treyfisch. En hébreu, bien entendu. Oui. Vous avez, il n'y a pas de trébu. Il n'y a pas de trébu. On pourrait adresser avec Jacques. Oui, d'accord. Oui. Grotwol, Guggenheim, Heilbronn, Hambourg, Hemmendinger, Kinsburger, Kuppenheim, Landauer, Leimburg, Mannheimer, Lorich, et j'en passe. Nordon probablement, Prague certainement, Rheinaut, Reichshofer, Schlesinger, Schnerb, je ne connais pas l'origine de ce nom, oui. Schubacher, Tagendorf, Schwab, Ulmer sont des noms de lieux. Des noms de métiers, il y en a guère. Vous trouverez une famille basse à Bischheim, et c'est un Hazan qui constituait la basse du chœur. D'autres encore, bon, des noms de, vous avez un Gross, oui. Vous avez un Half, qui est probablement un descendant des Halfen, oui, Halfan le changeur. Oui. Vous trouvez donc, parmi les gens qui, oui, possèdent un nom, vous trouverez donc essentiellement des noms de lieux. Autant pour la Haute-Alsace, page 4, oui. Nous passons des Bacharach, la ville de Bacharach en Allemagne, à Bernheim de nouveau, bien sûr, Bollack, Breisgauer, Brunswick, Bumsel, qui sans doute se rapporte à la ville de Bumslow en Tchécoslovaquie, me semble, Kremnitz, Dittisheim, le nom de Dokes est controversé, oui. Binchinger. Il y en a une là-bas, alors tu vas réagir. Binchinger, là nous avons déjà réglé nos comptes. Oui. Ah bon. Frank, Ettinger, oui. Geismar, oui. Encore Ginsburger, Guggenheim de nouveau, Greysamer,
également Kreisheim en Allemagne, Grotwohl, Hagenauer. Hein? Alors, Haas, oui. Tout d'abord, enfin, vous voyez, je vais éviter un piège. Et, je risque de tomber dans un piège que vous êtes déjà en train de me tendre, oui. sans y penser mal. Oui. Je ne peux évidemment pas, je n'ai évidemment pas réponse à tous les cas particuliers. Chacun m'a demandé, oui, mais ce nom, mon nom, le nom du grand-père, le nom de l'arrière-grand-père, et là, je n'ai pas de réponse. Je sais cependant qu'à l'origine, les Haas sont des Lévis. Et sur les contrats de mariage, c'est toujours Lévi Hamachune Haas, ou quelque chose de ce genre-là. Sur la page du Haut-Rhin, j'ai donc Hildenfinger, Landauer, Mannheimer de nouveau, des Nordmann bien sûr, et des Reynaud, et des Schrammeck, qui se rapportent probablement à la ville de Schrambeck, qui se trouve en Württemberg, je crois, et des Schwed, des Schwab, des Speer, des Ullmann, des Ulmo. Bon, nous trouverons quelques noms de métiers ou de professions. Oui, c'est ainsi que vous avez en toute dernière page la Forzinger. Forzinger, c'est le Hazan. Oui, vous avez une famille Forzinger. Vous avez un Lang. Tire-t-il son origine du fait que l'ancêtre, le premier Lang, était un homme de haute taille, peut-être bien. Vous avez Moss. Oui, mais Moss, oui. Ce n'est pas le corollaire de Katz, les Katz et les Moss, oui. Moss, ce sont des anciens Moses. Oui. Vous avez des Goschler. Goschler, c'est peut-être une déformation de Gottschel. Vous avez un nom qui m'a beaucoup intrigué parce que j'ai toujours entendu, et là je n'ai pas de précision, peut-être que l'un ou l'autre d'entre vous peut apporter quelque chose à ce sujet. Oui. Vous avez Batagé. Batgé, qui est un nom du Haut-Rhin. Et j'ai toujours entendu, oui, que les Batgé étaient d'origine séfarade. Oui. Batigueux. Batigueux. Peut-être. Oui. Peut-être. C'est un chauve. Oui. Batigué, peut-être. Oui. Toujours est-il que ce nom de Batgé, en 1808, vous allez le retrouver sur une dizaine de formes. Vous aurez des Batagais, des Batagis, des Batagas, et d'autres encore. Voilà, Batiguet peut-être. Oui. Donc voilà pour 1784. Il faut essayer d'arriver à comprendre pourquoi les Juifs de Haute-Alsace, pour la plupart d'entre eux, possèdent un nom de famille, alors que les Juifs de Basse-Alsace n'en ont pas. Oui. Mon hypothèse serait la suivante. Je n'arrive pas à l'étayer comme il le faut, donc ça reste une hypothèse. Je l'avance que je l'ai acheté, donc pas cher. Oui. Probablement, l'origine des Juifs de Haute-Alsace, en Alsace, l'arrivée du moins, des Juifs de Haute-Alsace en Alsace est plus récente que celle des Juifs de Basse-Alsace. À savoir que la plupart des Juifs de Haute-Alsace portent un nom de famille qui est un nom de lieu et qui se réfère à une origine allemande ou parfois polonaise. Les gens qui n'ont pas de nom de famille, il y a deux hypothèses possibles. Ou ce sont des gens qui étaient là plus anciennement, ou qui étaient installés depuis le haut Moyen-Âge, ou bien des gens qui venaient de toutes petites localités dans le Palatinat. Voilà l'hypothèse que je vous propose. Mais je constate quand même cette différence entre la Haute-Alsace et la Basse-Alsace. Il me semble, mais par manque de recensement clair et définitif, nous avons bien des recensements, nous avons un pseudo-recensement de 1680 et quelques, nous avons un recensement partiel de 1720, il semble bien, oui, sous toute réserve, qu'il y avait déjà, à l'époque, donc au début du XVIIIe siècle, il y avait davantage de Juifs en Basse-Alsace qu'en Haute-Alsace. Les Juifs de Haute-Alsace seraient donc venus, disons, aux alentours entre 1680, disons, et 1720, alors que le noyau du judaïsme alsacien de Basse-Alsace serait déjà plus ancien. Ou peut-être même y aurait-il des rescapés du premier yishuv, du premier établissement juif, oui, du haut Moyen-Âge.
Il y en a probablement dans le Haut-Rhin aussi, notamment dans une communauté comme Ribeauvillé, oui, et peut-être Bercail, peut-être. Et c'était politiquement, il y a à cela un début en quelque sorte de justification. La Haute-Alsace est moins morcelée, elle appartenait en bloc, avec quand même quelques fiefs et quelques seigneuries, elle appartenait en bloc aux Habsbourg, qui l'ont cédé en bloc à la France. Et on sait qu'en général, oui, les Juifs ont pu s'établir dans ces possessions des Habsbourg après la prise en possession par la France. Si on fait le compte, des gens qui possèdent, oui, c'est très intéressant de parler également des Lévis et des Kahn. Oui. On a l'impression, en feuilletant ce recensement, oui, que l'Alsace fourmille au moins de Lévis, et c'est exact. C'est le cas à Egenheim, où il y a énormément de Lévis. C'est le cas à Wintzenheim, où il y a plusieurs familles Lévis. Et si on fait le compte, sur toute l'Alsace, des gens qui possèdent les noms les plus communs, à savoir Kahn et Lévi, Dreyfus, Bloch et Weil, on constate que ces 5 noms à eux seuls représentent 50% des Juifs d'Alsace qui ont, oui, un nom de famille. Voilà quant à 1784. En 1808, les Juifs ont donc été amenés à adopter définitivement un nom de famille. Ils pouvaient soit conserver leur nom de famille, s'ils en avaient un, soit adopter un nouveau nom. Et il faut dire, j'ai parcouru tous les registres de changement de nom, je n'ai pas fait une statistique approchée, oui, mais l'impression qui se dégage est la suivante. Tous les gens, toutes les familles, qui avaient déjà un nom de famille en 1784, ont tout simplement continué, ont déclaré conserver leur nom de famille. Ça, c'est une première constatation. C'est ainsi que les familles Auerbach, Bamberger, Bernheim, Angers, et en particulier pour le Haut-Rhin, Braunschweig, Brunswick, Kremnitz, Dittisheim, Bernheim et de suite, ont gardé tous purement et simplement leur nom de famille. Il n'y a pratiquement pas de changement, à l'exception cependant des Lévis. Des Lévis, à Egenheim, il y en a eu 22 familles. Et sans doute pour se distinguer les uns des autres, oui, les différentes branches des familles Lévis ont chacune adopté un nom différent. De sorte que sur Egenheim, oui, à partir d'un même nom Lévi, on va retrouver en 1808 dans le registre d'adoption des noms des Lévis qui sont devenus des Gottschel, d'autres des Leval, d'autres encore des Levaillants, oui, des Leveil, L-E-W-E-Y-L, des Leiman, L-E-Y-M-A-N, des Blum, des Lay, L-E-Y, des Segal, mais Segal et Lévi, ça marche ensemble, oui. Et il y a même une femme née Lévi qui déclare le nom inattendu de Hiram, I-R-A-M. Hiram, et puis vous avez également des Léo. Voilà pour Egenheim, et je comprends effectivement que les 20 ou 25 familles Lévi aient senti le besoin de se différencier les unes des autres. À Wintzenheim de même, où il y avait beaucoup de Lévi, une partie des Lévi a adopté le nom de Meyer, d'autres sont devenus des Epstein, une famille ou deux a adopté le nom de Weil, V-E-I-L, d'autres sont devenus, une famille a adopté le nom de Roth, une famille encore a adopté le nom de Gros, G-R-O-S. Mais pour tous les autres qui avaient un nom de famille, pratiquement pas de changement. Ceux qui n'avaient pas de nom de famille, on pourrait penser qu'ils s'en sont donnés à cœur joie, oui, en adoptant des noms qui soient nouveaux et radicalement nouveaux. Eh bien, ce serait faire erreur. Sur la liste des noms adoptés en 1808. Et encore, cette liste est incomplète puisqu'elle ne tient pas compte des communes dont nous n'avons pas les registres,
Pour le Bas-Rhin, ces communes, ça va chercher du côté Brumath, nous n'avons pas le registre, nous n'avons pas Wittersheim, nous n'avons pas Winsenheim, Bas-Rhin. Pour le Haut-Rhin, alors il y a une masse de communes qui manquent, notamment Bolvillers, Hagenthal, Rixheim, Hapsheim et d'autres encore. Donc, il y a des noms qui forcément vont manquer sur cette feuille. Mais cette feuille représente tous les noms, oui, qui figurent sur les registres existants. Bon, j'ai pu en oublier un ou deux, oui, mais je ne pense pas. Que constatons-nous? Tout d'abord, donc, que les gens qui possédaient un nom le gardent, à l'exception des Lévis. D'autre part, que les noms adoptés sont le plus souvent des prénoms hébraïques qui sont devenus des noms patronymiques, des noms de famille. C'est ainsi, si vous voulez bien suivre la page numéro 8 avec moi, donc nom adopté en 1808. Et encore, je précise que ça concerne les noms masculins. J'ai barré Bas-Rhin parce que finalement j'ai intégré la liste du Haut-Rhin avec celle du Bas-Rhin. Aaron, Alexandre, Abraham, Osher, Asher sont devenus des noms de famille. Au niveau du B, Bar, Ber, alors les bers qui sont des ours, oui, mais en réalité, le nom d'origine, c'est le prénom hébraïque de Yissachar, Dov Ber, Dov le Ber de Merisheim. Je me suis d'ailleurs toujours demandé, sans avoir de réponse, pourquoi, alors que dans la Bible, Yissachar, c'est l'âne, oui, dans la dénomination Ashkenaz, oui, Yissachar est toujours surnommé Ber, l'ours, Yissachar Dov. Je n'ai pas de réponse à cela. Oui. Alors, toujours est-il que les différents Yissachar, Ber, sont devenus officiellement maintenant des Ber avec B-A-E-R, avec B-A-E-H-R, B-A-E-2-R, B-E-H-R, B-E-2-R, et ainsi de suite. Oui. Voilà pour Ber. Nous avons bien sûr des Baruch, des Barach, des Bernes, qui sont probablement également des Ber à l'origine, Bénédicte, c'est le prénom Baruch, transcrit, Baruch le béni, Bénédicte. Et nous avons des Benjamins, dont une partie gardera le nom de Benjamin, et d'autres s'appelleront du surnom yiddish, Binyamin, Wolf. Tous les Wolf sont des Binyamin dit Wolf. De la même façon que tous les Ber sont des Yissachar, Dov, Ber. De la même façon que tous les Lob ou tous les Leib, ou parfois Lobman, sont des Yehuda, Judas. Or, nous savons que l'attribut de Judas, c'est le lion. Et sur les documents, notamment les Tnaïm, les contrats de mariage que nous possédons, contrats de mariage en hébreu, eh bien, les gens qui s'appellent Yehuda ou Arié sont toujours surnommés Arié Leib. De sorte que, en 1808, eh bien, c'est le surnom Leib qui est devenu nom de famille. D'où les innombrables Leib, Leibman, Loeb, et ainsi de suite. Mais je n'en suis pas encore au L. Au niveau du C, je passe sur les Cahen, les Kahn, Kalman, Schweig et Kaspari. Vous voyez, j'ai pris comme exemple ces noms. Ce sont des noms qui reviennent une seule fois. Vous voyez, mais des serfs, un F ou deux F, des serfs avec un S, reviennent très souvent. Là encore, pas de mystère, serf, c'est Naphtali. Comment passe-t-on de Naphtali, prénom hébraïque, prénom biblique, à serf? Eh bien, Naphtali, c'est la biche. Naphtali, Ayala Shelucha, dans la Torah. Naphtali, c'est la biche qui était lancée, qui part. Et en yiddish, Naphtali, c'est devenu Naphtali Hirtz, le serf, ou Naphtali Hirtz. Eh bien, en 1808, Hirtz, Hirtzel, Hirsch, oui, sont devenus, là encore, des noms de famille. Parfois sous la forme francisée de serf. Parfois sous la forme francisée de serf, surtout lorsqu'il s'agit de juifs originaires de Lorraine, parce que autant ici en Alsace, la tendance était
en quelque sorte de garder le surnom à consonance germanique, Hirsch. Autant en Lorraine, les Naphtali, c'était déjà avant la Révolution des Naphtali ou des Tzvi serf, avec C ou avec S. Au niveau du D, eh bien, nous avons des David, bien entendu, des Daniel, comme prénom devenus des noms. Au niveau du E, j'en vois pas, Elias, Elias, Eli, Eliahu, prénom hébraïque, par excellence, Ephraïm, prénom hébraïque. Au niveau du F, Falk ou Falk. Eh bien, les Falk, ce sont des Yehoshua. Il y a un prénom biblique, Josué, Yehoshua en hébreu, et je ne sais pas pourquoi, Yehoshua en yiddish est associé, oui, au Falk. Falk, c'est le faucon. C'est le faucon, oui. Yehoshua, le faucon. Pourquoi, je n'en sais rien. Toujours est-il que depuis très longtemps, sur tous les documents que nous possédons, oui, presque partout où nous avons en Yehoshua, c'est Yehoshua Hamechune Falk. Yehoshua qui est surnommé Falk ou Falik. Eh bien là encore, en 1808, Falk ou Falik est devenu un nom de famille. Félix, alors quant au Félix, oui, là c'est une francisation du mot Feistl, qui est également à l'origine un prénom hébraïque. Le prénom hébraïque, ça donnait des choses amusantes. À l'origine, le nom c'est Uri Shrag. Uri, l'être lumineux, Uriel, c'est un ange, l'ange de la lumière, c'est Uriel. En araméen, Shrag. Oui. Et puis, par le latin, c'est passé à Phébus. Oui. Et ça a été contracté en yiddish sous le nom de Feibel, Feistl. Oui. Et très souvent, dans les contrats de mariage, oui, tel porte trois noms, trois prénoms en quelque sorte. Uri, Hamachune, intitulé, surnommé Shraga, surnommé Feist ou Feib. Francisé, ça donnait Félix, par exemple, Félix Blum de notre famille. Félix. Alors, les Feist, les Feis, tout ça, ça a la même origine. J'ai un doute sur les fleurs et les Florentins. Oui, est-ce qu'à l'origine, il n'y aurait pas le prénom féminin de Blum ou Blumel? Fallen, eh bien, c'est une autre façon de dire Raphaël. Je vous signale d'ailleurs quelque chose à propos de ce nom, de ce prénom de Raphaël. Je vous signale quelque chose de curieux. Dans le Haut-Rhin, et presque exclusivement dans le Haut-Rhin, la plupart, ce serait trop dire, mais un nombre important de Raphaël deviennent des Paul. Paul, Raphaël Paul. Comment passe-t-on de Raphaël à Paul? Alors déjà, avant la... Oui, par Paul. Déjà avant la Révolution, les contrats de mariage en hébreu que nous possédons donnent très souvent Raphaël Hamachune Foli. Le surnom c'était Fallen et en haut-rinois Foli, et ça donnait Paul. Voilà quant au Fallen, le G, donc Gabriel, Gerst, qui n'est pas de l'orge, mais qui remonte au mot Gershon, qui est la contraction du mot hébraïque Gershon, de Gershel. Ça vous donne des Gerst, des Gershel. Vous avez ensuite Gombricht, ou Gomber, ou Gompel. Ce sont les surnoms de Ephraïm. Il se trouve que Ephraïm, le prénom hébraïque d'Ephraïm, ça donne en yiddish Gompel, ou Gombricht. Peut-être par assonance. Et là encore, Ephraïm, Gompel, te Gompel, te Gomper, c'est la même chose. Te Gompel, autre te Gomper, oui, c'est la même chose. Les uns disaient Gompel, les autres disaient Gomper. Et les autres encore, à vocation scientifique, disaient Gombricht. Ou Gabriel. Oui, c'est devenu en 1808, notamment à Quatzenheim, vous avez des Ephraïm qui sont devenus Ephraïm Gomper, qui sont devenus des Gabriel. De sorte que celui qui chercherait un Gabriel à l'origine, oui, ne le trouverait jamais. Oui. D'ailleurs, le prénom de Gabriel est relativement peu employé chez les Juifs d'Alsace. Il figure, je crois, exclusivement dans une région du Haut-Rhin jouxtant Sulz. Il y a des Gabriel Bloch dans cette région, oui. Mais je ne crois pas qu'on en trouve, en tout cas, pas plus d'un ou deux en Basse-Alsace. Comment? Alors, les Götsch, on y viendra.
Les Gotch, c'est très souvent, oui, heureusement, je suis l'ordre alphabétique. C'est le garde-fou que je me suis donné. Eh bien, les Gotch, oui, il y a un prénom hébraïque, Eliakim, ou Eliakim. Il figure dans les contrats de mariage avec un vav, donc je crois qu'il est plus juste de dire Eliakim. Et ce Eliakim porte toujours comme surnom Gotchel. Sans doute qu'à l'origine, le surnom de Eliakim, oui, Eliakim veut dire celui que Dieu maintient, celui que Dieu élève, c'était Gottschalk. Oui. Je crois celui que Dieu protège, en allemand, le bouclier de Dieu, quelque chose de oui. Ça donnait Gottschel, Gotch, Gotcho, Gotchon, vous les retrouvez sur notre liste. Vous les avez Gotchon, oui. En Lorraine, vous avez des Gotcho, c'est la même origine. Oui. Des Gotz, des Gotchel bien entendu, des Gotch, des Gotz. Oui. Et voilà. Ça donnait également, alors lorsque la francisation s'est poursuivie au long du XIXe siècle, oui, à ce moment-là, beaucoup de Gotchel, d'anciens Gotchel, sont devenus des théophiles, des enfants qui s'appelaient Getch, oui. Leurs parents leur ont donné le nom de Théophile. D'ailleurs, on pourrait suivre l'assimilation du judaïsme alsacien à travers les variations de prénoms qui ont été données. Jusqu'en 1830, eh bien, ce sont principalement encore des prénoms hébraïques ou à consonance hébraïque. Puis après commencent, oui, les Guillaume, les Émile, les Henri, oui, les Aaron qui deviennent des Henri, d'ailleurs en 1808 aussi. Je n'ai pas dans cette étude tenu compte des prénoms, ce serait intéressant, parce que les prénoms offraient une variété beaucoup plus grande que les noms de famille. Et malheureusement, je n'ai pas le temps de m'appesantir sur les prénoms. Mais toujours est-il... Leib et Leub, c'est la même chose. Bien, les H. Eh bien, au niveau des H, oui, comme prénom devenu des noms, vous avez Herzog. Herzog, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas le duc, n'est pas d'origine ducale, mais ce sont des Herz, oui, qui ont pris un nom proche, Hirz, Hirzel, Hirsch, Herzog. C'est encore un des dérivés de Naphtali. Les quelques familles Herzog qui existent en Alsace, oui, dont celle de l'académicien André Mauroy, qui était un Herzog, Émile Herzog, oui, ont comme ancêtre commun un Hirzel. Enel, dans les H, n'est pas du tout le petit coq, oui, et ni Enel, eh bien l'origine c'est tout simplement El Hanan. El Henel, et sur les actes des contrats de mariage, eh bien les El Hanan sont toujours dits El Hanan, Henel ou Henel. Ça donnait comme nom de famille, Enel. Bon, ce que j'ai relevé, l'orthographe qui est indiquée ici, c'est une orthographe approximative. Plus tard, ces NLHE2NEL sont devenus des NLHAE2NEL ou HOE2NEL. Oui, d'accord. Bon, nous faisons un sort au Hirsch, au Hirz, au Hirstel, on en a parlé tout à l'heure. Je ne voudrais pas, pour ne pas empiéter sur ceux qui vont suivre, oui, vous indiquer toute la liste, oui. Je prends le S, je saute au S donc, par manque de temps. Oui. Là vous avez comme nom de famille Samuel, Shmuel qui devient Samuel, Salomon. À titre de curiosité, je vous signale un monsieur qui s'appelle Sarrazin, qui était un rabbin d'Ingviller. Oui. Rien à faire avec le millet ni le blé, mais tout simplement le père, oui, de ce rabbin Sarrazin venait d'une localité allemande, Roggen, il y a de l'autre côté du Rhin quelque chose, Roggen quelque chose. Il a francisé ce nom en Sarrazin, oui, Roggenheim. Roggenburg peut-être, non pas Roggenburg, non. Roggenheim, oui, qui est devenu Sarrazin. Vous avez, toujours dans l'ordre des S, alors vous avez Schiller ou Schilio, oui, eh bien ce sont des Yehoshua. Josué, Yehoshua Shil, le surnom yiddish de Yehoshua, c'était toujours Yehoshua Shil. Alors le glissement se fait assez facilement de Shil à Schiller, à Shilio ou à Chili.
Mais Chili, c'est un Chilio qui a perdu son haut. Schragen, alors Schragen, c'est donc le surnom araméen de Uri, Uriel dit Shraga, l'astre lumineux. Je crois que c'est tout, oui, des Simons, des Simonins. Dans l'ordre des T, il n'y a rien. Dans l'ordre des U, il y a Uri. Dans l'ordre des V, je n'en vois pas, peut-être Vidal, mais Vidal qui pourrait être un ancien Chaim. Dans l'ordre des Z, vous avez Sifi ou Tzevi, qui est le cerf Tzevi. Voilà. La plupart des noms de famille, donc adoptés par ceux qui n'en avaient pas en 1808, sont des prénoms devenus des noms de famille. Bien entendu, il y a également d'autres cas. Des gens qui ont adopté des noms de lieux qui n'existaient pas encore, qui n'étaient pas mentionnés en 1808. Il pourrait s'agir de gens qui sont venus entre-temps, entre 1784 et 1808 en Alsace, mais il pourrait également s'agir de gens qui ont adopté le nom d'un ancêtre lointain qui venait de telle ou telle localité. Vous avez un certain nombre assez rare cependant de noms de famille qui dérivent tout simplement du paysage alsacien. J'étais très étonné de trouver un Wintergerst. Wintergerst, oui. L'orge d'hiver, oui. Mais nous trouvons également, oui, là-dedans, des Ackermann, des Altacker, oui, ou des noms typiquement alsaciens, tels que Spitz, tels que Horn. Vous voyez, il y a une variété de noms, oui, de noms. Je ne pense pas que ces gens, comme ces gens étaient assez peu nombreux, les familles, des familles comme par exemple, je reprends là mon A, je ne pense pas qu'il reste aujourd'hui grand-chose des Harodi. Oui. Il y avait une seule famille à Bischheim qui a adopté, une famille, peut-être le fils également, qui a adopté le nom d'Harodi. Le nom de Altburger ne me semble pas non plus être resté très présent chez les Juifs d'Alsace. Bacol, dans Bacol, là je ne vois pas du tout. Et vous avez également quelqu'un à Haguenau qui s'appelait Baliveau, origine incertaine, mais cependant, une petite indication, les ancêtres de ce Baliveau venaient de la ville de Lvov, en Pologne. Est-ce que Baliwov, wer weiß, qui peut savoir. Des Bayerlins, il n'en reste plus, ou alors très peu. Des Bendelmann, c'était une seule famille à Motzig a adopté ce nom, des Birchi dans le Haut-Rhin. Bon, c'est une seule famille. Vous voyez, en général, ces noms qui ne sont pas restés, ce sont des noms, oui, qu'une seule famille, dans un endroit bien précis, a adopté. Il serait évidemment intéressant, mais beaucoup trop lourd pour moi en ce moment, de faire un tableau d'équivalence que j'ai fait pour 1784, à montrer quelles étaient les localités où il y avait, oui, des Birchi, ou des Bayerlins, ou des Greisamer. Je n'ai pas le temps de faire cela. Vous trouverez cependant également quelques noms à vocation française. Oui. Vous trouverez, et c'est le fait d'une des grandes familles du judaïsme alsacien, à Strasbourg, des D'Alembert, B-E-R-T, oui, d'Alembert. Oui. Très probablement, il y a une réminiscence d'un D'Allenberg rhénan ou allemand. Vous trouverez donc ce sarrasin. Vous trouverez à Colmar un Lachaise. Sorti. Vous trouverez à Strasbourg, elle n'est pas sur la liste puisque c'est un nom féminin, une demoiselle Dentelle, oui, qui était probablement dentelière. Et là vous trouverez, peut-être c'est la note humoristique par laquelle on vient de terminer avant de vous laisser la parole, oui, vous trouverez à Haguenau, oui, des choses assez amusantes. C'est ainsi qu'en 1808 à Haguenau, Jos Leiser rentre à la mairie, oui, et puis se retrouve à la sortie de la mairie Joseph Loyal, L-O-Y-A-L. Toujours à Haguenau, oui, Kelle Lippmann devient reine Carpe. Carpe, comme une carpe. Oui. Sarah Simon devient Sarah Canard. Mais le bouquet,
c'est Kindle David, donc Kindle, c'est un prénom yiddish, très courant, probablement venant de Genendel, peut-être une transcription de Abigail. Alors Kindle David, oui, je le donne en 1000. Oui, elle sort de la mairie, Catherine Volage. Catherine Volage. À Kuttolsheim, oui. Ah, mais là, c'est beaucoup plus connu, oui. Hirschmenel, alors, qu'est-il arrivé à Kuttolsheim? Un secrétaire de mairie antisémite, ou bien ayant fait un stage en Italie. Toujours est-il qu'on trouve une séquence de noms d'origine italienne, des Longini, des Perino, des Piozzo. Et alors, le comble, Baruch Lévy à Kuttolsheim, rentre Baruch Lévy à la mairie et en sort Benoît Philanthropos. Et ses descendants ont continué. Et il y a eu j'ai suivi un petit peu ces philanthropos, je ne crois pas qu'il en reste aujourd'hui, ou pas en Alsace en tout cas, mais peut-être à Paris, en Amérique. Mais ces philanthropos ont continué à exister ici en Alsace jusque dans les années 1840-1850. À cette date, j'ai perdu leur trace. Il existe également une dame, oui, j'espère une jeune beauté, Ziber Joseph, oui, qui sort de la mairie comme Catherine Daphné. Oui. Voilà ce que donne la comparaison. Comment? Et les Rofureaux, j'ai oublié les Rofureaux, mais je suis prêt à les mettre sur la balance également. Il y a des Longini, je peux vous les donner tous. Oui, Longini, tous ces noms bizarres, oui, j'en ai la liste devant moi. Longini, Perino, Daphnis, Piozzo, Rofureaux, Landerot, oui, Landerot, Philanthropos, Václav, Frigol, oui, et j'en passe. Bien. Voilà un petit peu ce que donne la comparaison du judaïsme alsacien à 25 ans de distance. Pour terminer, je ne sais pas, finalement, oui, il y aurait une philosophie ou une étude. Non, il n'a pas terminé, s'il vous plaît. Il y aurait une étude intéressante à faire, mais alors qui porterait sur les prénoms, qui mesurerait le degré d'impact de la francisation ou de l'assimilation déjà en 1808, mais pour l'instant, je ne suis pas en mesure de faire cette étude. Malgré tout, l'impression qui se dégage de cette lecture pourrait être une phrase un peu bateau, dans le genre de changement dans la continuité. Les Juifs d'Alsace, oui, se rendaient bien compte qu'une page était tournée, oui, qu'ils étaient intégrés dans le système impérial, qu'ils étaient dorénavant français à obligation, je ne dis pas à part entière en 1808, mais à obligation entière. Et ce qui nous donne des prénoms, si les noms de famille, oui, en général, ont gardé une consonance germanique, puisque à l'exception de 5 ou 6 de ces noms, oui, vous retrouverez presque toujours la consonance germanique. Les prénoms, cependant, indiquent déjà une tendance à la francisation, surtout les prénoms féminins. Innombrables, les Bail qui sont devenus des Barbes. Oui. Innombrables, les L qui sont devenus des Hélènes ou des Adèles. Innombrables, les Bessel qui sont devenus des Paulines. Et on pourrait en citer des dizaines et plus encore. Oui. Bien entendu, que les Juifs d'Alsace en 1808 oui, réalisaient ce qui arrivait, mais ont essayé en quelque sorte malgré tout de garder fondamentalement oui, le souvenir de l'identité juive, que ce soit à travers les noms de famille qu'ils ont tous, à l'exception des Lévi, reportés, oui, que ce soit à l'exception des prénoms qui sont malgré tout restés, même lorsqu'ils ont été francisés, dans une consonance, ainsi qu'on n'a pas choisi arbitrairement. Presque toutes les Baïles sont devenues des Barbes. Oui, parce que le B, il fallait garder le souvenir du B de l'ancêtre Baïle. Oui, il fallait garder les Bessel sont donc devenus des Paulines, prononcé alsacien, ça devenait Pauline. Oui. Pauline. Oui. Donc, là encore, j'allais dire, changement dans la continuité. Peut-être que nos ancêtres, lorsqu'ils sont rentrés dans cette mairie de chaque localité, peut-être certains d'entre eux se sont souvenus du Midrash, dans Shemot Rabbah, qui vient ici. Oui. Les Hébreux n'ont été sauvés d'Égypte que parce qu'ils n'ont pas changé de nom. Les Hébreux n'ont été sauvés d'Égypte que parce qu'ils n'ont pas changé de langue. Ils ont
continué à parler yiddish ou judéo-arabe. Les Hébreux n'ont été sauvés d'Égypte que parce qu'ils n'ont pas changé de mœurs. On a trouvé seulement dans tout le clan d'Israël une femme de mauvaise vie. Et selon une autre version, les Hébreux n'ont été sauvés d'Égypte que parce qu'ils n'ont pas changé d'habit. Ils ont gardé le caftan ou la redingote. Peut-être qu'au moment de pénétrer dans cette mairie, quelques-uns d'entre eux se sont souvenus de ce midrash et ont décidé que malgré tout, ça valait la peine, d'une certaine façon, de manifester la continuité. Cette continuité, je dois dire qu'elle s'est, à travers le XIXe siècle, elle s'est manifestée dans le nom, n'a pas changé de nom. Les changements de nom de famille sont rarissimes au XIXe siècle, commencent à devenir importants, oui, à partir des années 1900, commence à devenir très important après cette guerre. Je citerai comme exemple, oui, Émile Herzog, qui est officiel écrivain, qui officiellement est devenu André Mauroy, et bien d'autres encore. Oui, vous ne serez pas étonné de voir sous tel acteur, oui, sous tel personnage assez célèbre, oui, sous un Aubert par exemple, eh bien, se cache un Salomon. Mais cela est tardif. Durant tout le XIXe siècle, même lorsque les prénoms ont été francisés, les noms de famille, en général, sont restés intacts, tels qu'ils étaient en 1808. Bien entendu, peut-être que tous les Juifs n'ont pas pris ce spiel, ce jeu tellement au sérieux. Pour certains d'entre eux, surtout à la campagne, bon, c'était une mesure comme une autre. Bon, on leur a demandé de dire un nom, ils ont dit un nom, quitte à l'oublier 2 ans après dans un acte d'état civil. J'ai ainsi trouvé un Leiser Hirsch, oui, un Léopold Hirsch à Rothbach, oui, qui prend le nom de Hirsch. Bon, c'est très bien. Léopold Leiser devient Léopold Hirsch, c'est très bien. Ce qui ne l'empêche pas, 2 ans après, de déclarer comme nom de famille Leib, et bien d'autres encore. Je pourrais signaler le cas, je crois, à Lichtenberg, l'unique famille qui existait à Lichtenberg, c'était des Rebstock. Oui. Eh bien, quelqu'un qui adopte le nom de Rebstock en 1808, et puis 2 ans, 3 ans, à l'occasion d'une naissance ou d'un décès, une déclaration, eh bien, le nom de Rebstock est complètement oublié, et il déclare l'ancien nom. Et ce sont des exemples qui sont relativement nombreux. Je m'imagine donc que pendant toute une période, allant peut-être jusqu'en 1825, 1830, eh bien, ces noms de famille, sauf dans les grandes villes, Strasbourg, Haguenau, Saverne, Colmar, d'autres encore, ces noms de famille n'avaient pas encore eu un caractère indélébile, qu'il y avait un glissement possible à l'occasion d'un voyage, à l'occasion d'un changement de résidence. J'ai retrouvé des Juifs d'Alsace qui avaient à Nancy, qui sont installés à Nancy dans les années 1850, et bien qui ont brusquement un autre nom, un nom juif. Non pas un nom, comment dirais-je, non pas un nom en quelque sorte à vocation dissimulatoire, mais un autre nom juif. Tout simplement, ils avaient oublié ou ils n'avaient pas tenu compte du premier. Ces listes, donc, valent ce qu'elles valent. Oui, elles sont exactes. Oui, à 80%. Les gens qui sont indiqués ici, Baliveau, Lazare, Lambert, Ullmann, Picard et d'autres ont gardé ce nom, oui, mais il y a pu y avoir des glissements et des cas marginaux. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup et je vais immédiatement vous laisser la parole. Je crois ce qu'il faudrait, comme on n'a quand même pas tellement de temps, il ne faudrait pas que chacun demande un peu ce que craignait M. Frenkel, son nom particulier. Il faudrait peut-être essayer de réfléchir en commun sur ce phénomène avant que nous passions alors la parole à M. Cahen sur la généalogie des familles juives de la Moselle, de façon à ce que vous ne rentriez pas trop tard ce soir à la maison les uns les autres. Professeur Jacques Schwartz. Chut. Oui. Exact. Oui. Oui. Je crois également, d'autant plus, oui, qu'il y avait en Alsace ce phénomène qu'on appelle de Hofname. Oui. Alors, il est très probable qu'une femme, j'ai remarqué notamment à Dambach la ville, qu'on a pris des noms très terroirs, très alsaciens, des Horn, des Spitz, oui, eh bien, probablement
oui, la cour de ferme, l'ensemble, oui, s'appelait ainsi, Horn ou Spitz, oui, et que c'était une intégration dans le paysage. Là, je suis pleinement d'accord avec vous. Monsieur Marx. S'il vous plaît. Et d'autres encore. Koppel, c'est Jacob, sans aucun doute. Oui. Ce qui fait les recherches qui rendent un peu difficiles les recherches généalogiques. Prenez par exemple l'un des premiers grands rabbins de France, Marchand et Henry. Oui. Dans Marchand et Henry, oui, on serait très étonné de voir en filigrane de Marchand et Henry Koppel und Reich. Koppel, c'est Jacob. Koppel qui est devenu marchand par la suite. Koppel, oui, Jacob, Kaufmann, marchand, oui, et Henry, originaire de Unreich. Oui. La petite ville, la petite localité Henry en Lorraine, que les Juifs de Lorraine appelaient Unreich. Unreich. Si. Hindele. Est-ce que c'est... il y a les deux. J'ai plusieurs grands-mères qui portent ce nom, je me suis donc posé la question. Oui. Je n'ai pas de réponse. Peut-être s'agit-il d'une déformation de Handele. Oui. Mais je n'ai pas de vraie réponse. Ce qui est important. Masculin d'ailleurs aussi, sont strictement les mêmes ici en Alsace, en Allemagne et en Pologne. Avec, en quelque sorte, les mêmes variations. C'est ainsi que dans le monde ashkénaze, oui, il y a une constante, un nom comme le nom le plus fréquent que vous trouverez dans ce recensement, c'est le nom de Herzl Naftali. Et il en va de même pour les communautés allemandes, et il en va de même pour les communautés innombrables, alors que par exemple chez les Sardim au Maroc, ce nom de Naftali est très très rare. Oui. En Tunisie, je ne l'ai jamais rencontré, en Algérie, je ne sais pas. Mais ce nom de Herzl, comme prénom, vous le retrouverez partout dans l'ère ashkénaze. Si vous prenez des prénoms féminins, j'ouvre au hasard ce livre, je prends Kolbsheim, oui, eh bien, Hindel, oui, vous avez une Nennel, une Freidel, une Breinlele, oui, une Fromet, Krenele, Sketzele, Elle, oui, Schenele, Gelle, et puis Belle. Oui, ce qui explique pourquoi il a été relativement plus facile de franciser les prénoms féminins qui n'étaient pas absolument des prénoms hébraïques, qui étaient déjà des prénoms d'origine allemande ou alsacienne. Oui. Alors, il était plus facile de transformer une Ella, oui, en Éléonore, oui, que de transformer, je ne sais pas moi, Baruch en Benoît. Monsieur, attends, j'ai 5 personnes encore avant. Mais vous voyez bien que le nom de Mesguer ne figure pas encore en 1784. En 1784, si vous prenez Ringen, je crois que la famille Mesguer est originaire de Ringendorf, si vous prenez Ringen... Comment ? C'est pas marqué. Peut-être qu'ils avaient le surnom, ils étaient sans doute couchés, et peut-être qu'ils portaient comme surnom, on les connaissait comme Tom Metzger. Oui. Et à ce moment-là, ils ont adopté en 1808 définitivement le nom de Mesguer, qui est un nom de profession, oui, comme nom de famille. Quant à Feistel, effectivement, c'est l'ancêtre commun que nous avons tous les deux à Mühlhausen. Il figure dans le recensement de 1784 sans problème. Comment ? Bien, parce que Debray, les gens qui ont pris le nom de Debray, c'était une famille à Westhofen, une autre famille à Lauterbourg. Et ces deux familles, oui, ont écrit ce nom avec P. Vous le trouverez avec P. J'ai respecté la graphie d'origine. Plus tard, eh bien, ça a varié. Certains ont gardé ce P, d'autres ont adopté le B. Oui. Pardon ? Où est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Peut-être ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, l'origine, oui, c'est assez intéressant de voir qu'à l'origine, oui, de la famille de Bray se trouve
deux Chazanim qui sont venus d'Allemagne, Ischenhausen ou quelque chose, qui sont établis juste avant la Révolution, l'un à Lauterbourg et l'autre à Westhofen. Dr Archer. Oh. Il est arrivé d'ailleurs très souvent, les gens qui ont adopté des prénoms, ce n'est pas leur propre prénom qu'ils ont adopté, si le père vivait, ils n'ont pas adopté comme nom de famille le prénom du père, mais souvent le prénom du grand-père, déjà décédé en 1808. Alors, pour un rien, oui, la famille Archer aurait pu s'appeler Sissel. Annie. Je ne vous entends pas. Annie. Oui. Pour le moment, je n'ai pas d'hypothèse de travail là-dessus. Non, mais je crois que dire que l'identité profonde qu'on a soulignée tout à l'heure, de ces prénoms dans un espace extrêmement vaste, qui va depuis la Pologne en passant par l'Allemagne, tout simplement répond à ce que l'Alsace n'était pas une entité de culture, et le judaïsme alsacien n'était pas une entité de culture isolée. C'est pas la question. Votre question a été d'ordre philosophique. Oui. Dans ce cadre, je ne peux pas y répondre. J'ai une intuition et je crois savoir pourquoi, mais comment dirais-je, ça demanderait une étude plus étayée. Oui, je crois savoir pourquoi les femmes ne porteraient pas exclusivement des prénoms hébraïques. Mais encore, comment dirais-je, c'est trop flou, trop fluide pour le moment pour que je puisse en faire état. Merci. Bon, Monsieur Gilbert Cahen qui va faire la transition, il va faire à la fois la dernière question et il va prendre la suite. Étude des contrats de mariage sur Metz, oui, eh bien nous pouvons rassurer ce monsieur s'il est encore là, oui, la famille Schweitzer vient effectivement de Suisse. Vient effectivement de Suisse, je crois même savoir la localité. J'ai oublié de vous parler, mais enfin il est trop tard pour le faire, d'une caractéristique intéressante des Juifs de Metz, qui eux alors, tous ont déjà un nom de famille en 1784. Et ce sont exclusivement, ou presque exclusivement, des noms de lieux. Et comme nous connaissons à peu près, oui, sur Metz, la date d'arrivée des Juifs à Metz, oui, qui est relativement tardive, nous pouvons bien comprendre pourquoi les Juifs du Haut-Rhin seraient venus un peu plus tard que les Juifs de Basse-Alsace. Je vous laisse. Merci. En ce qui concerne la photo, si vous voulez la voir peut-être à la fin de l'exposition. À la fin de l'exposition de M. Cahen, ici. Monsieur Cahen. Alors j'ai le plaisir, le privilège d'accueillir M. Gilbert Cahen. M. Gilbert Cahen est conservateur des archives de la Moselle à Metz. C'est un bon historien du judaïsme lorrain et aussi du judaïsme alsacien. C'est quelqu'un qui
qui s'intéresse à nos travaux depuis le départ, qui est un de nos membres actifs depuis le départ. Et vraiment, c'est un grand plaisir pour moi de l'accueillir aujourd'hui et je lui donne tout de suite la parole. Mesdames, Messieurs, je vais vous parler aujourd'hui des sources de la généalogie des familles juives d'ascendance lorraine, mosellane précisément. Pourquoi ai-je choisi ce sujet? C'est parce que depuis une dizaine d'années, et peut-être davantage, aux archives, nous sommes pratiquement submergés de demandes de personnes qui recherchent leurs ancêtres. La généalogie est vraiment devenue pour beaucoup de personnes une passion ou un violon d'ingre. Des personnes d'origine et d'âge divers. Dans notre civilisation de masse, marquée par de multiples migrations, la connaissance des origines familiales apparaît à beaucoup comme une manière de se reconstituer une personnalité. Des chercheurs se regroupent en sociétés éditant des bulletins. Le cercle généalogique d'Alsace, que vous connaissez je pense, le cercle généalogique de Lorraine à Nancy, à Saarbrück, il y a également une Arbeitsgemeinschaft für saarländische Familiengeschichte, etc. Des chercheurs font polycopier les résultats de leurs travaux. Et toute une littérature fleurit à l'intention des débutants. Et même la grande presse, comme Le Monde, publie des conseils. Et c'est tout à fait par hasard que dans Le Monde d'aujourd'hui, on trouve recensés les principaux guides, des publications, à l'intention des généalogistes. Ces guides dont j'allais vous parler tout à l'heure. Et le journaliste écrit, il cite le principal de ces guides, Guide pour l'histoire des familles de l'inspecteur général des archives, Bernard. Et le journaliste dit à bon droit que ce guide n'est pas très efficace si on ne se sert pas aussi de guides plus locaux, or des guides plus régionaux. Il n'y en a encore que 4. Celui justement des recherches généalogiques en Alsace par M. Christian Wolf, qui est excellent, un excellent travail. Il y a récemment un guide qui est apparu dans le Jura, un autre dans la Haute-Loire, et c'est tout pour toute la France. Or, pour les recherches généalogiques juives, il est d'autant plus nécessaire d'avoir des compléments d'information que nous autres juifs sommes malgré tout encore un cas particulier. Une généalogie juive ne peut pas être poursuivie de la même façon qu'une généalogie de la majorité chrétienne. Pourquoi? Parce que l'état civil, avant la Révolution, était confessionnel. Il n'y avait pas d'état civil laïque comme de nos jours. L'état civil laïque, vous le savez, a été institué à la Révolution. Mais lorsqu'on remonte dans le temps, il n'y a pas de problème pour établir une généalogie juive jusqu'à la Révolution. Vous savez comment on procède pour faire une généalogie, pour éviter. Tout le monde sait à peu près la date de naissance d'un grand-père, d'une grand-mère, du grand-père de la grand-mère. On recherche l'acte de naissance dans l'état civil, et puis là on trouve l'âge des parents du grand-père. On remonte encore après à la naissance des parents du grand-père, et ainsi de suite. Et ces actes de naissance, ou de mariage, ou de décès, sont relativement faciles à trouver, parce que l'état civil est pourvu de tables alphabétiques décennales, de tous les noms par commune. Alors il y a des problèmes assez généraux, des problèmes un peu particuliers lorsqu'on ne sait pas dans quel village, dans quelle localité faire les recherches. C'est assez rare. Alors à ce moment-là, on dispose de tables régionales, non pas pour l'état civil, mais pour certaines catégories d'actes
comme les registres d'hypothèques. Ou alors, les Américains, n'est-ce pas, très souvent nous écrivent et nous disent « Mon ancêtre est né en Alsace ». Et pour eux, Metz, c'est l'Alsace, Strasbourg, c'est la Lorraine, tout ça, ça se ressemble. Alors, ils ne savent pas dans quelle localité commencer les recherches. Alors, comme M. Wolf l'a dit, il faut les renvoyer dans leur pays d'origine, où on a dépouillé, à Washington et à Salt Lake City, par le soin des Mormons, on a dépouillé les listes de navires, les listes des passagers des différents navires des migrants. Et alors, ces listes indiquent le nom le lieu de naissance. Et alors, il faut d'abord qu'ils aillent chercher le lieu de naissance de leur ancêtre avant de nous écrire. Enfin, ceci est un cas particulier. Mais pour jusque-là, les difficultés inhérentes à une recherche généalogique sont les mêmes pour les juifs que pour les non-juifs. Les difficultés particulières aux juifs ne commencent que lorsqu'on remonte au-delà, dans le temps, au-delà de 1808. Pourquoi? Parce que M. Frankel vient de vous dire, n'est-ce pas, qu'en 1808, les Juifs ont été astreints à se choisir un nom de famille. Un nom de famille. Alors, M. Wolf écrit qu'à ce moment-là, la plupart d'entre eux ont changé complètement d'état civil en Alsace. C'est peut-être pas tout à fait vrai après ce qu'a dit M. Frankel, mais enfin, ce n'est pas du tout vrai en ce qui concerne la Moselle, puisque comme M. Frankel vous l'a dit, les Juifs de Metz avaient déjà tous pratiquement des noms de famille depuis la fin du XVIIe siècle, sinon depuis le milieu du XVIIe, peut-être avant. Il y avait déjà des surnoms héréditaires à Metz, au moins au milieu du XVIIe siècle, sinon avant. Et dans le reste de la région Lorraine, du nord de la Lorraine, dans les documents du XVIIIe qu'on possède, il y avait aussi des surnoms ou noms de famille qui étaient apparemment héréditaires. Par conséquent, dans presque tous les cas, en 1808, les Juifs n'ont eu qu'à faire, en quelque sorte, légaliser ce nom de famille qu'ils avaient déjà dans la pratique, en Lorraine. Oui. Néanmoins, les listes de déclaration des noms de famille de 1808 sont tout de même utiles pour une recherche généalogique, même indispensable dans bien des cas, parce qu'elle nous donne la composition des familles, les prénoms et les noms de famille des épouses, les prénoms des enfants. Malheureusement, en Moselle, nous sommes beaucoup moins bien pourvus qu'en Alsace, en tout cas comme dans le Bas-Rhin, parce que toutes ces listes avaient été concentrées aux archives départementales avant la guerre et elles ont été détruites au cours des combats de la libération de Metz. Alors, pour les remplacer, on dispose quelquefois d'un deuxième exemplaire qui reste dans la mairie, ou alors, très souvent, d'un deuxième exemplaire qui heureusement, ou même de l'exemplaire unique, qui heureusement avait été envoyé à Nancy et non pas à Metz à l'époque, parce que une partie de la Moselle actuelle, avant 1870, était comprise dans le département de la Meurthe. Il s'agit des arrondissements de Sarrebourg et de Château-Salins. Alors, les listes de 1808 existent encore pour ces deux arrondissements, et pour le reste de la Moselle, il en existe pour un certain nombre de localités. Alors nous avons fait photocopier dans les mairies et nous avons concentré à Metz. Et il en existe, je vais dire des exemples, sur les 85 qui avaient été réunis aux archives départementales avant 1944, eh bien, il y en a 35 sur les 85 qui sont irrémédiablement perdus, et notamment, malheureusement, celles de Metz même, des plus grandes localités, de Thionville, de Forbach, et puis de
communautés plus petites, mais qui étaient populeuses, de communautés juives qui étaient populeuses, comme Élimère, Pompierre, Henry, Tramy, Bionville, Bantou, Montbourreau, Blisbruck, etc. Oui. À propos de ce livre, il y a une petite erreur dans le guide de M. Bernard. Il dit qu'il en existait double aux archives nationales. C'est vraisemblablement pas vrai. C'est une confusion. Aux archives nationales, il n'y a guère que les déclarations tardives. C'est des compléments. C'est une confusion. Donc, grâce aux photocopies qui ont pu être faites, il sera donc souvent possible de vérifier l'appellation, nom et patronyme portés par l'ascendant avant 1808 et de poursuivre ainsi la recherche dans l'état civil antérieur jusqu'en septembre 1792, date à laquelle commence l'état civil. Mais on peut quand même rester bredouille du fait que nos ancêtres répugnaient souvent à se soumettre à l'état civil de 1792. Cette déclaration des naissances, des mariages et décès à des autorités non juives heurtait souvent leurs habitudes. Et avant 1808, il peut y avoir un certain nombre d'actes d'état civil qui n'ont pas été enregistrés. Pardon, est-ce qu'on m'entend? Oui, ça Maintenant, avant 1792, quelle était la situation avant la Révolution? Il est possible de poursuivre la recherche avant, au-delà de l'état civil, mais c'est plus difficile. Quelquefois, c'est relativement facile parce que le préfet de la Moselle s'était soucié en l'an 11, comme d'ailleurs l'administration départementale du Haut-Rhin aussi, de reconstituer un état civil pour la période précédant la Révolution. Alors il a pris un arrêté invitant les maires à convoquer leurs administrés juifs nés dans la commune, à les interroger sur leur date de naissance et sur les noms de leurs parents, et à consigner les réponses dans un registre. Malheureusement pour nous, la mesure n'a pas été très suivie, car on a retrouvé jusqu'à présent que 4 registres d'état civil reconstitués pour la deuxième moitié du XVIIIe siècle, dans 4 petites localités, Henry, Morange, Guinglange et Frauenberg. Et ces registres ne commencent en général qu'en 1770, ça ne remonte pas bien haut. Mais à Metz, cette mesure était inutile, parce qu'à Metz, l'administration royale s'était depuis très longtemps souciée de connaître l'identité et le nombre des familles juives afin de vérifier que ce nombre n'excédait pas celui qui était autorisé. Dès 1614, le gouverneur, le duc d'Épernon, fixait ce nombre à 58 ménages, et il exigea que les Juifs tinssent un registre des descendants par nom et prénom, sans qu'il fût loisible de recevoir ou de tirer à eux aucun de leurs voisins ou étrangers du pays, si ce n'est par mariage. Cette prescription n'a pour ainsi dire pas laissé de traces dans nos archives. Un siècle plus tard, en 1717, elle a été réitérée par une sentence du bailliage, au tribunal, ordonnant à la communauté des Juifs d'avoir des registres pour chaque année, lesquels doivent être déposés entre les mains du principal rabbi pour y écrire en langue française les naissances, circoncisions, mariages et sépultures. On dut faire la sourde oreille, car les lettres patentes de Louis XV du 9 juillet 1718, celles-là même qui autorisent les Juifs établis à Metz de continuer leur demeure au nombre de 480 familles, eh bien ces lettres, c'est un nombre très accru, ces lettres mettent
pour condition que chacun des pères et mères de famille sera tenu de faire enregistrer au greffe du dit bailliage tous les enfants qui leur naîtront de l'un et l'autre sexe. En fait, ce n'est qu'en mars 1721 que le conseil de la communauté s'exécuta. Non seulement on commença à inscrire au fur et à mesure les naissances, les mariages et décès sur des cahiers cotés et paraphés par le lieutenant général du bailliage, mais encore on reconstitua un état civil pour les quelques années précédentes, la période du 30 mai 1717 au 31 décembre 1720, afin de se conformer a posteriori à la décision du bailliage de 1717. Les années suivantes, le bailliage a reçu soit une minute, un premier exemplaire, soit une copie qui est qualifiée de grosse de cet état civil. L'autre exemplaire n'est plus conservé. À partir de 1749, il s'agit toujours d'une minute visée chaque mois par le syndic en tour, c'est-à-dire par le membre du conseil de la communauté des Parnassimes, qui expédiait à tour de rôle, mois par mois, les affaires courantes. Mais le formulaire garde pendant tout le siècle les mêmes particularités et les mêmes impropriétés de langage, et aussi, malheureusement pour nous, la même concision. Pour un acte de décès, il y a en général 5 mots. Par exemple, Eliterkan décédé le 10 jours. C'est pas plus. Pour une naissance ou un mariage, il y a à peine plus. Par exemple, en 1747, Kochman, fils de Lambert Gomplé Emmerich, sa mère Mendley, né 8-10 mois. 8-10 mois. Ou encore Israël, fils d'Aaron d'Henry, sa mère Châtelet Dufresne. Alors il faut comprendre que Dufresne veut dire défunte. Sa mariée, comme je dis, avec Rosette, fille d'Alexandre Lévy, sa mère Brenley, le 15 ou 10 mois. 10 mois. Je ferai une petite parenthèse, tous les mois, à partir du milieu du siècle, cet état civil est certifié conforme, il est visé par le syndic qui signe. Et cette signature, je crois que M. Robert Veil est ici présent, peut-être, non? Ces signatures permettent quelquefois, comme l'ont permis, d'identifier des personnages, parce qu'en comparant avec les signatures que vous trouvez à Strasbourg, vous avez pu identifier un grand fournisseur des armées du roi, dont le nom m'échappe, qui était syndic à Metz, c'était la même signature. Enfin bref, petit détail. Mais on remarquera que dans l'état civil messin, les mères des nouveau-nés ou des mariés ne sont désignés que de leur seul prénom. Le greffier ne précise pas leur nom de famille, alors c'est gênant pour établir une généalogie. Oui, on peut se demander aussi dans quelle mesure cet état civil est complet. Parce que, au terme des lettres patentes de 1718, il devait permettre aux autorités de vérifier que le nombre de familles composant la communauté n'excédait pas ce chiffre de 480 permis par les lettres patentes. Et ces lettres astreignaient aussi, d'ailleurs, la communauté à déposer une liste des 480 familles. Cette liste n'est pas conservée. Oui. Et dans les lettres patentes, il y avait aussi une interdiction faite aux filles ou veuves juives, je cite, d'attirer à Metz aucun juif étranger par mariage. Or, dans la communauté, nous savons qu'il y avait un certain nombre de résidents non autorisés légalement, des tolérés qu'on appelait les baïsitz. C'était toléré par la communauté, mais pas déclaré aux autorités. Alors on peut se demander si les mariages, quand il y en avait, ou les naissances de ces familles de baïsitz auraient été portées à l'état civil. Ça paraît pas probable. Et d'autre part, il y avait des mariages assez nombreux qui étaient célébrés dans les synagogues de Metz, qui concernaient des juifs des villages environnants. Alors, portait-on ces mariages dans l'état civil? Ça ne me paraît pas probable. Oui. Donc pour Metz, nous disposons d'un état civil qui remonte à 1717. Pour 4 localités,
tel que vient de dire Frauenberg, Henry, etc., nous disposons d'un état civil qui ne remonte que vers 1770. Et pour les autres localités, comment ferait-on? Et puis même à Metz, pour essayer de retrouver des naissances ou des mariages qui n'ont pas été inscrits à l'état civil. On n'est pas absolument dépourvu de ressources. Il y a des sources complémentaires de l'état civil. À la limite, tout document mentionnant un juif, qu'il s'agisse d'un compte de commune pour une redevance, qu'il s'agisse d'une procédure, et dans les archives de certains tribunaux, comme le bailliage de Metz, au XVIIe siècle, près de la moitié des procès concernent des juifs. Eh bien, des audiences. Qu'il s'agisse encore de transactions immobilières ou commerciales, même des transactions mentionnées, par exemple, dans l'inventaire après décès d'un non-juif. Eh bien, toute mention d'un juif, ou qu'il s'agisse pas aussi, ça arrivait, pas souvent, mais ça arrivait du baptême d'un converti dans les registres paroissiaux catholiques, eh bien, toute mention d'un juif est source complémentaire de notre état civil. Et que dire de l'aubaine qu'on peut avoir lorsqu'on dispose d'une source narrative, comme les mémoires ou la chronique de Gluckelhamen, ou encore celle de Asher Levi de Reichhofen qui a vécu en Moselle, en Lorraine. Mais nous ne pouvons pas nous permettre d'énumérer toutes ces catégories de documents. Il faut nous limiter à ceux qui concernent plus particulièrement, plus directement, la biographie et la généalogie de toute une communauté, prise dans son ensemble. Nous distinguerons trois catégories de documents. Première, religieux, comme les registres de circoncision ou les obituaires, les mémorabilia. Deuxièmement,